Le plaisir aussi le plaisir de recevoir et d'accueillir Céline Fleury, alors que je connais depuis un certain nombre d'années, et qui a soutenu une thèse brillante après avoir travaillé une dizaine d'années, voire plus, sur les archives à la fois africaines et antillaises, et notamment de la Guyane. Alors qui travaille sur quelque chose qui est extrêmement intéressant pour penser après la traite et après l'esclavage, c'est-à-dire l'engagisme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on abolit la traite atlantique et qu'on abolit l'esclavage au XIXe siècle, quel système de travail se met en place? Parce qu'il faut toujours recruter des travailleurs aux Antilles. Donc ça va être l'engagisme, c'est-à-dire des Africains toujours, aussi des Indiens, des Pouilles. On va recruter dans les colonies pour leur faire traverser l'Atlantique. Donc Céline Fleury, qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui, qui a publié alors, un certain nombre d'articles que vous trouverez pour certains en ligne. Il suffit de taper donc, Céline Fleury, elle peut, y compris si ça vous intéresse, voilà, vous me laissez les références, je pourrais vous envoyer des PDF de ces choses-là, et qui aujourd'hui va nous parler donc des abolitions de la traite et de l'esclavage et des nouvelles formes de travail dans l'espace atlantique, britannique et français. Donc 19e siècle et peut-être un petit peu 20e siècle 19e, voilà. On pourra, y compris si ça vous intéresse, dans le débat, alors partir sur des formes beaucoup plus contemporaines, c'est-à-dire voilà, le 20e siècle, c'est grosso modo, alors passer de la traite à d'autres formes de travail forcé. Alors dans les espaces africains, bien sûr, dans les colonies françaises. Donc, merci beaucoup Céline de venir. Donc une petite heure de conférence avec un PowerPoint. Donc ensuite, voilà, je vous invite à intervenir et chaleureusement, et je serai là pour animer le débat. Merci d'être venu. Bonsoir à tous, merci d'être là, je suis très contente et je voulais aussi remercier, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Les Anneaux de la Mémoire de m'avoir invité, ainsi que le CRHIA, de Nantes et bien sûr le projet Staraco qui m'a permis d'être là ce soir parmi vous. Donc, dans l'histoire de la traite de captifs transatlantiques et de l'esclavage aux Amériques, le 19e siècle peut être défini comme l'ère abolitionniste, même si en fait les prémices de celle-ci apparaissent au dernier tiers du 18e siècle. Il s'agit de l'abolition de deux systèmes, donc la traite des Noirs et l'esclavage, qui sont historiquement liés étroitement, mais dont l'interdiction et le déclin respectifs ne sont pas synchrones. Conséquemment à ces abolitions, la question de la main-d'œuvre va se poser avec force aux deux puissances impériales que sont la France et la Grande-Bretagne, tant pour leurs colonies d'Amérique, qui perdent leur principale source de main-d'œuvre, que pour leur territoire en Afrique, où de nouveaux projets coloniaux prennent corps du fait même de ces interdictions. Donc pour obtenir la main-d'œuvre nécessaire, ces deux puissances mettent en place de nouveaux modes de recrutement et d'engagement de travail en se basant, nous allons voir, paradoxalement sur leur législation abolitionniste. En effet, ces modalités sont toutes, bien que différemment liées, plus ou moins directement, à l'existence même du système condamné, la traite des Noirs. Et c'est sur ces nouvelles formes de travail que nous allons nous arrêter ce soir en nous demandant comment elles ont articulé en fait des processus d'affranchissement et de une production de main-d'œuvre coloniale, c'est-à-dire dépendante. Donc, confrontée à des impératifs militaires et économiques, la Grande-Bretagne élabore différents systèmes d'engagement de travailleurs africains en utilisant les moyens fournis par sa vaste politique de répression. En effet, le 23 mai 1806, elle interdit la pratique de la traite au sujet britannique, puis le 25 mars 1807, elle étend cette interdiction aux côtes d'Afrique. Elle se lance alors dans une politique à l'échelle mondiale pour faire interdire la traite des Noirs. Suite au congrès de Vienne de 1815, elle contracte des conventions avec d'autres pays européens afin d'obtenir le droit de visite des navires soupçonnés de traite. Le Portugal en 1815, l'Espagne en 1817, les Pays-Bas en 1818 et le Brésil en 1826 acceptent le droit de visite.
Des commissions mixtes sont établies alors en Sierra Leone, en Angola, au Suriname, à Rio de Janeiro et à La Havane pour surveiller, arrêter, juger et sanctionner les négriers. Se pose alors la question du devenir des contingents de captifs saisis sur les navires négriers par la Royal Navy. Donc pour ceux à raisonner le long du littoral africain, les captifs doivent être transférés dans la seule colonie où l'esclavage est inexistant, la Sierra Leone. Donc après leur débarquement, les recapturés, ou dénommés aussi libérés, sont regroupés par lien de parenté ou par affinité et vont être envoyés dans des villages aux alentours de Freetown, qui est la capitale de la Sierra Leone, et où sont établis de véritables établissements agricoles. Dans les premiers temps, ces libérés, c'est le terme employé, sont aidés financièrement par la colonie ou la communauté jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Parallèlement, d'autres modes de prise en charge sont mis en œuvre. Des adultes sont placés en apprentissage chez des colons, où ils servent comme domestiques. D'autres sont enrôlés dans la marine britannique. Et dès 1811, cette politique d'enrôlement devient systématique afin de répondre aux besoins engendrés par les guerres menées sur le continent européen et afin de renforcer les régiments de la West India et de la Royal African Corps. La coercition est clairement utilisée pour enrôler ces individus, comme le note le Major Ellis. Alors je cite: dans les premiers temps, chaque fois qu'un contingent d'esclaves capturés était débarqué en Sierra Leone, une partie de la garnison était admise dans la cour des Africains libérés afin de trouver de nouvelles recrues parmi eux, bien qu'ils sachent pertinemment qu'ils ne pouvaient en aucun cas connaître la nature de l'engagement dans lequel ils entraient. Fin de citation. Entre 1808 et 1840, 12 000 recapturés vont venir grossir l'armée britannique, munie d'enrôlements de 14 années, desquels ils ne peuvent légalement se défaire. Et de 1808 à 1840, la politique du gouvernement britannique en fait va osciller entre implanter les recapturés en Sierra Leone pour en faire des colons et n'appréhender cette population que comme une source de main-d'œuvre pour la domesticité, le service militaire ou la marine. Donc après 1840, cette politique s'oriente clairement vers le second courant. En effet, consécutivement à l'abolition de l'esclavage, un programme de recrutement et d'engagement plus vaste est mis en place dans l'ensemble des territoires britanniques. Donc le 28 août 1833, la loi d'émancipation générale est votée. Donc dans les colonies, les esclaves deviennent des apprentis, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à un apprentissage auprès de leurs anciens maîtres. Et le 1er août 1838, l'émancipation complète devient la règle dans l'ensemble des colonies britanniques. Alors dès lors, arguant de la fuite des anciens esclaves des plantations et de la ruine du sucre face au sucre produit par les colonies encore esclavagistes, les planteurs britanniques réclament l'introduction de nouveaux travailleurs, notamment africains, qui à leur arrivée dans les colonies seraient obligés de contracter un contrat d'engagement de travail d'une ou de plusieurs années. Donc fin 1840, le gouvernement britannique autorise le recrutement de travailleurs libres au sein de la population de la colonie de Sierra Leone. Mais rapidement, en fait, la méfiance gagne les candidats au départ face à des propositions qui sont particulièrement mirifiques, alors qu'une loi du 1er janvier 1842 durcit les conditions d'engagement en interdisant à l'engagé de quitter son employeur et de rompre son contrat. Donc alors, en 1843, le recrutement est élargi au sein des recapturés. Mais ces derniers, comme la population locale, sont sceptiques pour émigrer outre-Atlantique. Donc, en 1844, d'un commun accord passé assez discrètement, le gouvernement de Londres et les commissaires d'immigration en Sierra Leone décident de l'envoi immédiat, dès la capture des navires négriers, des recapturés aux Antilles. Donc ce procédé évite l'étape de Freetown, qui les encourage souvent à rester sur le sol africain. En même temps que leurs documents certifiant leur liberté leur est fourni, les autorités leur font signer un engagement de 14 ans pour travailler au service d'un planteur. Donc cette méthode de recrutement est étendue à la Sierra Leone et aussi à Sainte-Hélène, qui était aussi un dépôt où étaient hébergés les recrues des navires négriers, ainsi qu'au lieu où réside une commission mixte pour le jugement des navires négriers, Rio de Janeiro, La Havane, Luanda et Boa Vista. Entre 1843 et 1845,
on a 3 navires de l'État qui ont transporté 2187 émigrants et 9 navires privés qui ont recruté 1400 Africains en Sierra Leone et autant à Sainte-Hélène. Donc suite au Sugar Duties Act de 1846, en fait, qui selon les principes du libre-échange met fin aux tarifs douaniers qui protègent le sucre colonial anglais, le prix du sucre s'effondre sous l'effet de la concurrence du sucre produit par les autres colonies étrangères. Du coup, les planteurs réclament alors un apport plus massif de travailleurs africains. En conséquence, dès 1847, le gouvernement inaugure un nouveau plan d'émigration. En plus des recapturés, les recruteurs peuvent s'adresser aux populations de conditions libres de la côte de Crou. Alors la côte de Crou, je l'ai mis entre flèches. Donc c'est ce qui correspond aujourd'hui sur le littoral à la moitié à peu près du littoral libérien, à la moitié du littoral de la Côte d'Ivoire. Donc des recruteurs vont leur proposer des engagements de travail à effectuer outre-Atlantique. Donc à cette fin, en novembre 1849, ils passent un contrat avec une compagnie privée londonienne qui fut renouvelée à 5 reprises jusqu'en 1854. Et pourtant, rapidement, des plaintes sur d'importantes irrégularités sont enregistrées, comme l'enlèvement d'individus et l'achat de captifs. En fait, la grande majorité des immigrants est fournie par les recapturés, dont le nombre fluctue en fait en fonction des mouvements de la traite. Lorsque celle-ci est active, comme par exemple dans les années 1850, les arrestations de navires négriers sont plus nombreuses et du coup, le flux d'immigrants pour les Antilles britanniques augmente de façon parallèle, et ce jusqu'à l'extinction de la traite transatlantique au milieu des années 1860. Alors l'historien Roberts estime à 36 120 le nombre d'Africains qui ont été introduits dans les colonies britanniques de la Caraïbe entre 1841 et 1867. Et la quasi-totalité d'entre eux sont des recapturés provenant de Sierra Leone et de Sainte-Hélène. Alors, comme le gouvernement britannique, et suivant son exemple, le gouvernement français a aussi fourni de la main-d'œuvre à ces différentes colonies au moyen de sa législation anti-traite. Donc, pour faire appliquer sa nouvelle législation, interdisant à ses ressortissants un commerce qui fut longtemps institutionnalisé, la France développe une politique autonome de répression reposant sur l'établissement de croisières patrouillant aux alentours de ses possessions. Ces croisières sont instaurées par une ordonnance du 24 janvier 1818. Elles ont le droit d'arraisonner, visiter tout bâtiment portant pavillon français soupçonné de conduire une opération de traite de captifs. Donc le bâtiment et son équipage sont alors conduits pour être jugés au lieu plus proche disposant d'un tribunal établi à cet effet. Donc il y en a un à Gorée, et à Cayenne, à la Martinique et à l'île Bourbon, qui est aujourd'hui la Réunion. Donc quand les faits de traite sont avérés, les tribunaux saisissent le navire, alors souvent avec plusieurs centaines d'individus à bord. Ces derniers sont débarqués des navires et il faut maintenant gérer cette population. Donc dès la première ordonnance royale du 8 janvier 1817, leur devenir est précisé. Donc je cite: les Noirs saisis à bord seront employés aux travaux publics dans la colonie où la condamnation aura été prononcée. Fin de citation. Donc en fait, loin d'envisager de les laisser libres d'aller et de venir et de faire ce qu'ils désirent, ces individus qui sont maintenant appelés saisis de traite ou noirs de traite sont obligés de travailler pour le compte du gouvernement. Ce premier texte ne précise pas les conditions en fait, de leur embauche entre guillemets auprès de l'administration locale. Par contre, une dépêche du 9 janvier 1822, qui est destinée en fait au gouverneur du Sénégal, spécifie que les individus provenant de la saisie d'un négrier doivent être affranchis pour servir le gouvernement pendant 14 ans. Donc, soucieux de fournir des travailleurs au projet de colonisation agricole, les instructions précisent que ces engagés seront particulièrement affectés aux travaux agricoles. Aux Antilles et à la Guyane, les saisies de traite sont incorporées au sein des ateliers coloniaux sur les habitations domaniales, c'est-à-dire de l'État, en fonction des besoins et des projets gouvernementaux. Donc, contrairement au Sénégal, aucun texte ne précise le délai de leur engagement et donc, par voie de conséquence, la date de leur libération. Ainsi, l'ordonnance de 1817 permet en fait non seulement aux gouvernements locaux de s'approprier la force de travail des captifs de ces bâtiments arraisonnés, mais aussi leurs personnes. Et donc, par voie de conséquence, l'État se fait le principal bénéficiaire de ce trafic illégal qu'est la traite.
Donc en effet, il faut attendre la 3e loi anti-traite française du 4 mars 1831 pour que la durée de leur engagement soit fixée. Donc je cite, « Les Noirs reconnus noirs de traite seront déclarés libres par le même jugement. Acte authentique de leur libération sera dressé et transcrit sur un registre spécial déposé au greffe du tribunal. » Fin de citation. Donc là, je vous ai mis un acte de libération que j'ai retrouvé aux archives départementales de la Guyane. Donc ces individus étaient donc juridiquement libres, mais l'article suivant, en fait, établit les conditions restrictives de leur liberté. Donc je cite, « Les Noirs ainsi libérés pourront toutefois être soumis envers le gouvernement à un engagement dont la durée n'excédera pas 7 ans, à partir de l'introduction dans la colonie ou de l'époque où ils seront devenus adultes. Ils seront employés pendant le cours de cet engagement dans les ateliers publics. » En fait, ce qui veut dire que, par exemple, un enfant de 11 ans, débarqué d'un navire négrier, doit travailler pour le compte du gouvernement jusqu'à ses 28 ans, soit durant 17 années. Donc l'emploi du conditionnel qu'on voit dans l'article que je viens de vous lire permet en fait de dissimuler la contrainte, car dans les faits, ces libérés sont systématiquement et automatiquement engagés avec le gouvernement. Et qu'advient-il alors des individus qui ont été précédemment engagés au service du gouvernement? Donc l'article 12 précise leur sort. Je cite, « La durée de l'engagement auquel ces Noirs seraient soumis sera comptée à dater de la promulgation de la présente loi. » Fin de citation. Donc ainsi, par exemple, les individus débarqués en Martinique suite à la saisie du navire l'Amélie, qui ont incorporé en 1822 le domaine du roi, vont être libérés en 1838, effectuant ainsi 16 ans de travail forcé avant d'être inscrits à l'état civil. Donc là, vous avez un modèle de certificat de liberté définitive, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fait tout leur temps d'engagement. C'est ça. Donc ainsi, contre leur travail, ces individus sans salaire perçoivent parfois des indemnités. Donc le gouvernement prend en charge leur logement, leur nourriture, l'habillement et les soins médicaux. Mais malgré les prescriptions du département de la Marine, les autorités coloniales assimilent en fait le traitement de ces individus à celui des esclaves, à côté de qui en fait ils travaillent en général. Donc ainsi, libérer des captifs des mains des marchands négriers ne signifiait pas qu'ils pouvaient jouir d'un statut d'homme libre. Dans ces textes juridiques, les termes de libérer et de libération donc, sont à comprendre comme le fait d'être libéré d'une situation, en fait d'une condition, d'un statut, mais pas comme le fait d'accéder à la liberté. Donc ces textes jouent sciemment en fait, sur la polysémie et les interprétations possibles des mots qui les composent. Donc cependant, contrairement à la Grande-Bretagne qui détenait, comme on l'a vu, le droit de visite sur de nombreux navires étrangers, la France en fait ne pouvait visiter que les navires portant son pavillon national et après 1831 le pavillon britannique. Donc les ressources en main-d'œuvre que la France pouvait obtenir par ce moyen étaient donc limitées, d'autant que les croisières françaises en fait disposeront rarement des moyens matériels et humains nécessaires pour appliquer en fait une répression efficace, comme l'a très bien montré Serge Dager dans son ouvrage « La répression de la traite des Noirs au XIXe siècle ». Donc en fait, sous la pression d'une demande coloniale, des solutions devaient être trouvées. Depuis le congrès de Vienne donc, de février 1815, la France s'est engagée à abolir donc, la traite des Noirs, ce qui n'est pas sans poser donc, des problèmes de main-d'œuvre dans les colonies. Dans la colonie du Sénégal, les autorités gouvernementales ne parviennent pas en fait, à satisfaire leurs besoins de main-d'œuvre pour la mise en valeur de la colonie, qui a été rétrocédée par le gouvernement britannique lors de ce même congrès. Et d'autant plus, demande mise en valeur de la colonie d'autant plus pressante que des abolitionnistes encouragent en fait, des projets de colonisation agricole, dans l'idée de développer là où il y a de la main-d'œuvre de nouvelles productions coloniales. Donc en effet, les populations locales de conditions libres refusent les emplois proposés par les autorités coloniales. Le gouverneur suggère alors de mettre en œuvre un procédé d'affranchissement, enfin un procédé de recrutement et d'engagement qui est dénommé le rachat préalable de captifs, qui est, comme on va le voir, une forme très particulière d'affranchissement. Ce procédé va être mis en œuvre au sein de la colonie du Sénégal en 1819. Il va être interdit par l'article 2 du décret du 27 avril 1848 abolissant l'esclavage dans l'ensemble des colonies françaises, mais c'est une interdiction illusoire et éphémère puisqu'il est maintenu pour certains corps de métier, notamment celui des soldats, et réintroduit officiellement dès 1852 dans les territoires africains, avant d'être appliqué vraiment à une grande échelle entre 1857 et 1862 pour fournir des travailleurs
à destination de la Réunion, de la Guyane et des Antilles françaises. Donc en effet, dans les colonies des Amériques et de l'océan Indien, depuis l'abolition de l'esclavage de 1848, les nouveaux libres refusent par la voie de la contestation de travailler dans les mêmes conditions que lorsqu'ils étaient esclaves. Donc pour juguler leurs revendications, les planteurs demandent alors au gouvernement d'organiser l'immigration d'une main-d'œuvre étrangère, placée sous contrat d'engagement de travail de plusieurs années. Mais en Afrique, les tentatives de recrutement du gouvernement se soldent par un échec. Les Africains de conditions libres refusent en effet d'immigrer et de s'engager aux conditions proposées. Donc faisant le constat que l'approvisionnement en travailleurs pourrait être satisfait par les nombreux captifs disponibles sur les marchés négriers, les autorités gouvernementales font alors le choix de recourir au procédé d'affranchissement créé en 1819, en l'adaptant cependant au nouveau contexte non esclavagiste. Donc ainsi, comme on le voit, dans chacun des deux cas, l'affranchissement est utilisé pour répondre à un besoin quantitatif et qualitatif de main-d'œuvre qui était jusque-là fourni soit par la traite transatlantique, soit par l'esclavage. Donc comment, en fait, alors rendre compatible affranchissement et approvisionnement en main-d'œuvre coloniale? C'est toute la spécificité, en fait, de ce processus d'affranchissement qu'est le rachat de captifs, qui a donné lieu, en fait, entre 1819 et 1848 au système dénommé les engagements à temps, puis de 1856 à 1862 celui de l'engagisme africain transocéanien. Donc ce mode d'affranchissement se décompose en trois étapes clés: l'achat d'un individu, son affranchissement et l'imposition d'un contrat d'engagement de travail. Alors le terme de processus d'affranchissement est plus adapté, car comme nous le verrons, même s'il est affranchi suite à son achat, ce n'est qu'après avoir rempli un engagement de travail de plusieurs années que ce dernier devient de statut et de conditions libres. Donc le terme de rachat désigne le fait d'acheter un individu de condition captive ou esclave pour l'affranchir de sa condition. Donc au XIXe siècle, l'affranchissement est toujours conçu comme un rachat, puisque le captif ou l'esclave est une propriété privée. Son changement de statut nécessite donc de le racheter à son propriétaire. Cette notion de propriété est admise en fait par l'ensemble des protagonistes français de cette première moitié du XIXe siècle, même par les abolitionnistes qui présentent l'abolition de l'esclavage, tant britannique que française, comme un rachat général de l'ensemble des esclaves. Et le terme de rachat implique néanmoins que cet achat soit immédiatement suivi de l'affranchissement du racheté. Il désigne un acte libérateur qui se distingue de l'achat pratiqué par les négriers ou les esclavagistes qui font l'objet d'une condamnation au début du XIXe siècle. Donc, dès que le système des engagements à temps est mis en place en 1819, dans la colonie du Sénégal, qui à l'époque, rappelons-le, en fait c'est Gorée et Saint-Louis, le gouvernement français autorise une compagnie à aller acheter des captifs aux marchands de cette région de l'Est du Sénégal actuel. Donc cette autorisation gouvernementale est étendue au comptoir du fleuve Sénégal, en Casamance, puis à d'autres comptoirs au fur et à mesure de leur établissement au cours des années 1840, à Assigny, à Grand-Bassam et au Gabon. Donc ce système n'est pas uniquement réservé aux autorités coloniales. En fait, chaque habitant de la colonie du Sénégal peut acheter un captif ou un esclave pour l'affranchir aussitôt, à condition que ce dernier habite dans la colonie. Donc l'arrêté du 28 septembre 1823 définit l'origine des engagés à temps et interdit en effet aux particuliers d'y introduire de nouveaux captifs. Mais la population en fait, captive disponible en fait, à Gorée et à Saint-Louis est peu nombreuse et leurs propriétaires n'ont aucune envie en fait, de s'en défaire. En fait, ce qui explique que les rachats se fassent en fait, à l'extérieur de la colonie, dans des pays situés à l'intérieur des terres, mais aussi parfois dans des régions plus éloignées, comme à Bissau, donc ça correspond à la Guinée actuelle, ou à l'archipel des Bissago, qui est situé en face de la Guinée actuelle. Là, en fait, il y a de nombreux marchés captifs à vendre. Donc, contrairement aux prévisions du gouverneur qui voyait en fait dans ce procédé, de façon un peu naïve, une façon de transformer à terme tous les captifs et les esclaves de la colonie en engagés à temps, puis en libres, ce n'est pas cette population qui va être principalement concernée par cette mesure. Ainsi, les rachetés en fait, ne proviennent pas exclusivement d'une population esclave constituée antérieurement. Ils s'achètent sur des marchés spécialisés et dans le commerce d'êtres humains. Donc, lorsque le gouvernement français proclame l'abolition de l'esclavage, donc en 1848, les achats de futurs rachetés ne peuvent plus donc, être conduits sur des eaux françaises, puisque dorénavant, le sol français affranchit tout esclave qui le touche. Ça, c'est dans la loi d'abolition de l'esclavage de 1848. Donc les achats sont donc effectués sur des territoires étrangers,
où l'offre de captifs est vivace, c'est-à-dire sur les mêmes marchés que fournissent en fait les marchands négriers. Donc lorsqu'en 1852, le rachat est réactivé pour les autorités gouvernementales en Afrique, les recrutements se font principalement aux alentours du Gabon. Je pense que vous le voyez. Et puis quand Napoléon III l'autorise en octobre 1856 pour constituer le système de langagisme africain, l'ensemble des captifs seront achetés dans les alentours du comptoir du Gabon aussi, et surtout, principalement sur les marchés négriers de l'Oango et du fleuve Congo. Donc dans le système de l'engagement à temps, les rachats peuvent être effectués tant par le représentant du gouvernement que par des particuliers. Puis, dans le système de langagisme africain, ces rachats sont opérés par des armateurs négociants privés qui sont munis de l'autorisation et qui sont surveillés par des agents du gouvernement. Donc, qu'en est-il juridiquement et pratiquement de cet affranchissement immédiat survenant après cet achat? Donc, pour cette étape essentielle du processus, la pratique en fait est très différente entre les deux systèmes mis successivement en place. Pour le système des engagés à temps, selon l'arrêté 1823, une fois le captif acheté, l'acheteur doit au plus vite aller le déclarer auprès de l'administration. Donc un représentant du gouvernement, chargé de l'état civil ou un greffier, dresse alors un acte d'affranchissement et enregistre ce dernier sur un registre matricule spécifiquement consacré aux engagés à temps. Et on trouve encore ces registres aux archives à Dakar, en fait, aux archives nationales du Sénégal. Donc aucun acte d'affranchissement entérine un changement de statut. Donc, ainsi, cet acte d'affranchissement en fait entérine le changement de statut. Les rachetés ne sont plus des captifs ou des esclaves, ils deviennent des engagés à temps, juridiquement. L'acte ne fait pas mention de statut de libre, qui ne se verront, en fait, ce statut ne l'auront qu'à la fin de leur engagement. Donc en fait, si l'acte d'affranchissement libère ici les captifs et les esclaves de leur statut servile, il ne constitue pas pour autant l'entrée dans la liberté, ni juridiquement et ni socialement. Donc la terminologie employée par l'État civil dans l'acte établi au moment de la fin de l'engagement à temps est significative de cette particularité. Donc dénommé affranchissement définitif d'un engagement à temps, l'acte note, vous avez un extrait là, je cite, Madame Anne-Marie Javoué a affranchi de toute servitude et à compter du 10 jours le nommé Zéphir Dissamba, nègre peul, engagé à temps, âgé d'environ 9 ans, pour part le dit Zéphir Dissamba jouir également à compter de ce jour de sa pleine et entière liberté ainsi que bon lui semble. Fin de citation. Donc cet acte indique en filigrane que durant tout le temps de l'engagement, l'engagé ne disposait pas de sa liberté, puisqu'il faut pour cela qu'il soit affranchi définitivement. Donc en fait, le premier affranchissement n'en est donc pas réellement un. Donc une mesure particulière va être mise en place pour les rachats effectués dans des régions lointaines et qui vont nécessiter l'utilisation des voies maritimes pour amener les rachetés à Gorée ou à Saint-Louis. Alors je vais la relater ici parce que je trouve qu'elle souligne tout à la fois en fait, l'artifice tant juridique que politique que constituent en fait ces actes d'affranchissement. Donc en 1827, les autorités coloniales de Gorée prescrivent pour chaque individu racheté qu'un acte d'affranchissement soit dressé par un officier de la marine avant l'embarquement. Donc sur le lieu même de l'achat, certifiant que ce dernier ne sera ni revendu ni remis en esclavage. Bien que cela ne soit pas mentionné sur le document, cet acte en fait est provisoire et doit recevoir en fait l'aval des autorités de Gorée et de Saint-Louis pour devenir effectif. Donc en cas, en fait, la crainte c'était que le navire soit arrêté par un navire britannique pour traite. Donc si ça se passait, le capitaine pouvait présenter ses actes et prouver ainsi que les hommes qu'il transporte sont libres, puisque c'est acté par les actes d'affranchissement, et ainsi éviter toute acquisition de traite, de captifs transatlantiques. Voilà. Mais en fait, par exemple pour les rachetés qui n'ont pas besoin, enfin qui arrivent à pied en fait, par voie terrestre à Gorée ou à Saint-Louis, il n'y a pas de risque diplomatique avec la Grande-Bretagne. Donc en fait, il n'y a pas d'acte d'affranchissement qui est dressé avant l'arrivée des recrues. Ils ont directement un acte comme celui-là. Donc pour le système de l'engagisme africain transatlantique, la procédure en fait est différente. Puisque suite à l'achat, dans la pratique, il y a seul un contrat d'engagement de travail qui est dressé et il n'est pas accompagné d'un acte d'affranchissement ou de libération. Alors je vais vous montrer un exemple. Voilà.
En fait, dans les différents contrats qu'on a conservés, qui sont conservés dans les différents fonds d'archives, en fait, la formulation est toujours similaire. Donc, je cite ce jour-là, 29 mars 1859, par devant nous Gilet, enseigne de vaisseau, commissaire du gouvernement français, agent d'immigration. Donc, conformément à l'article 8 du décret du 27 mars 1852, assisté de 2 témoins requis, a comparu le nommé Kiluamba, noir libre, né au village de Kibanda, côte de Loango, âgé de 23 ans, lequel nous a déclaré consentir librement et de son plein gré à partir pour une des colonies françaises d'Amérique pour y contracter l'engagement de travail ci-après détaillé et présenté. Voilà, fin de citation. Donc aucune référence à un quelconque affranchissement n'apparaît en fait dans ce contrat d'engagement. Là, c'est sa forme complète. Donc par contre, avec la mention noir libre, comme on l'a vu, qui est accolée au nom de l'individu, ce contrat donc, acte lui aussi du nouveau statut d'individu qui est aux yeux de la législation française un homme de condition libre. Ainsi, ces individus sont bien légalement affranchis de l'esclavage, pour reprendre un terme utilisé par un des agents du gouvernement, mais sans qu'aucun acte officiel n'en rende compte. Donc la non-existence en fait matérielle d'un acte d'affranchissement n'est pas fortuite en fait, elle est essentielle au fonctionnement de ce système. Donc cette mention noir libre, sans référence à un quelconque affranchissement préalable, laisse supposer que ces individus ont toujours été et sont depuis longtemps des hommes de condition libre. La manœuvre est habile parce qu'en fait, il est ainsi insinué qu'ils ont contracté cet engagement de travail en toute liberté, ce que mentionne d'ailleurs le contrat. Ça, c'est en carré en gras. Donc, je cite, lequel vous a déclaré consentir librement et de son plein gré à partir pour une des colonies françaises. Donc ces contrats, actant du statut libre des engagés, permettent de se prémunir juridiquement contre l'accusation de pratiquer une traite transatlantique de captifs. Et ici aussi, en cas de visite d'un navire britannique, ces papiers attestent du statut d'homme libre des passagers. Alors l'enjeu de ce silence quant au statut antérieur des engagés est crucial en fait, car effacer la trace de l'achat de captifs permet au gouvernement français de masquer un engagement en fait, auquel ces individus sont soumis obligatoirement. À la lecture du contrat, qui fait office de pièce d'identité des engagés à leur arrivée aux Antilles ou à la Guyane, ils ne sont plus que des engagés libres qui ont contracté, sous-entendu librement, un engagement de travail. Mais en fait, l'unicité du contrat d'engagement rend aussi compte de l'unique possibilité qui s'offre en fait aux rachetés, celle de sortir de la captivité de l'esclavage pour être directement soumis à l'engagement. Les individus affranchis par un acte mentionnant leur affranchissement auraient pu refuser en fait de s'engager ou avoir des moyens juridiques de contester leur engagement. Or, dans ce seul contrat d'engagement, il est stipulé d'une part leur statut légalement libre et d'autre part les conditions de leur engagement. Donc ce système du rachat repose sur 2 actions indissociables, l'achat d'un captif et son engagement à travailler pendant plusieurs années. Donc n'étant pas de conditions libres au moment de son achat, l'individu acheté n'est en fait pas libre de s'engager ou non. Ainsi, ni les recrutements, ni les engagements, ni les immigrations inhérentes à l'achat ne reposent sur la volonté expresse des immigrants. Donc arrêtons-nous maintenant sur l'engagement et ses modalités. Donc condition préalable à l'affranchissement, l'engagement est en fait au cœur de ce processus. Il en est même sa raison d'être. Car plus que pour affranchir en fait des hommes de leurs conditions, c'est bien pour avoir des engagés que les individus en fait les rachètent. Des individus notamment, les Français les rachètent. Donc l'engagement de travail s'effectue auprès de la personne, ou en fait l'institution qui est en possession de l'acte d'affranchissement, engagement ou du contrat d'engagement de travail. En fait, cette personne n'est pas forcément celle qui les a achetés, puisque ces actes ou ces contrats en fait, peuvent être cédés moyennant finance à des tiers avec l'autorisation de l'administration, mais sans celle des engagés. Pour le système des engagés à temps, l'État en fait, va constituer le principal engagiste. Et entre 1819 et 1844, pour la colonie du Sénégal, le nombre de recrues est estimé à 3077 individus, dont en fait la majorité est au service de l'État, affectés soit au service militaire, soit au service du génie. A contrario, dans le système de l'engagisme africain transatlantique, les 17 298 personnes rachetées sont essentiellement engagées par des propriétaires terriens pour la culture de produits coloniaux. Donc, avant que l'arrêté de 1823 ne fixe le temps d'engagement à 14 années à compter de la date d'émission de l'acte d'affranchissement,
Celui-ci fluctue en fait entre 10 et 14 ans en fonction des engagistes, donc des employeurs. Pour le système des engagés africains, qui arrivent aux Antilles et à la Guyane, la durée du contrat d'engagement est de 10 années à partir du jour de l'entrée au service de l'engagiste, donc aux Antilles ou en Guyane. En fait, le temps du recrutement et de l'acheminement de ces derniers outre-Atlantique n'est pas comptabilisé. Donc dans les deux cas, la fin de l'engagement implique que les employeurs et l'administration qui encadrent ces systèmes tiennent correctement les registres et le décompte des temps d'engagement. En fait, c'est eux qui en ont la responsabilité. Et au vu des nombreuses plaintes et protestations que j'ai pu retrouver dans les archives, cela semble rarement être le cas. En fait, en général, ils font beaucoup plus que 10 ans. Donc les 14 années prévues, en fait, il y a des systèmes de retenue sur salaire qui sont pris en journée de travail, qui rallongent en fait les contrats. Pour les engagés aux Antilles, j'ai pu calculer que ça, en général, ils font 2 ans de plus que les 10 ans. Ils font des engagements de 12-13 ans. Donc concernant les conditions d'engagement, dans les deux systèmes, durant tout le temps de l'engagement, l'employeur, donc l'engagiste, doit pourvoir à l'alimentation, l'habillement, le logement et aussi les soins médicaux de son engagé. Et de son côté, l'engagé doit effectuer l'ensemble des travaux auxquels l'affecte son engagiste, et ce, quelle que soit leur nature. Il n'a pas le droit de choisir son type d'emploi. Donc, dans le cadre des engagements à temps, les engagés ne perçoivent aucun salaire pour leur travail, mais dans certains cas, par exemple comme ceux qui vont être affectés au projet de colonisation agricole au Sénégal, ils reçoivent des formes de gratification, en général en avantage matériel. Par contre, les engagés post-esclavagistes, donc aux Antilles et à la Guyane, perçoivent un salaire dont leur contrat fait acte durant tout le temps de leur engagement. Donc ce salaire constitue en fait la principale différence entre les deux types d'engagement. Ce système, en fait, s'inscrivant dans l'engagisme classique, en fait, c'est-à-dire que les individus s'engagent volontairement, normalement, à aller travailler à l'étranger pour gagner de l'argent, le salaire, en fait, est un élément essentiel pour marquer la distinction avec le travail esclave. Pour autant, le montant de leur salaire n'est pas le même que celui des engagés indiens, chinois et africains libres, qui arrivent en fait en même temps qu'eux aux Antilles et à la Guyane. Puisqu'en fait leur salaire, au racheté, est soumis à 2 retenues spécifiques. Comme tous les autres engagés, ils ont le droit à leur rapatriement en fin de contrat, mais le leur est payant. En fait, tous les mois, 1/10 de leur salaire brut leur est automatiquement prélevé, et cela pendant les 10 ans de leur engagement. Donc, je précise qu'en fait, aucun des rachetés n'a été rapatrié. En fait, l'administration ne va jamais leur proposer d'être rapatriés, et eux non plus ne le demanderont pas. En fait, donc ils vont faire souche aux Antilles et à la Guyane française. Et deuxième spécificité, deuxième retenue qui est liée là directement au mode de recrutement par achat, c'est qu'en fait, ils remboursent le prix de leur achat en versant 25% de leur salaire brut mensuel à leur engagiste. En fait, ils doivent rembourser le prix qu'a payé le recruteur pour les acheter. Et cette somme, en fait, est fixée à 200 francs pour les adultes et à 150 francs pour les non-adultes. Alors, non-adultes, c'est une catégorie qui comprend les garçons de 10 à 13 ans et les filles de 10 à 11 ans. Après, ils sont considérés comme adultes. Donc, le salaire mensuel annoncé dans leur contrat est ainsi largement entamé, passant de 12 francs à 7,80 francs pour les hommes, de 10 francs à 7 francs pour les femmes, et de 8 francs à 5,70 francs pour les non-adultes. Donc, avec un salaire journalier de 30 centimes pour les hommes, en fait, les engagés africains rachetés sont les plus mal payés. Et pour comparaison, un engagé indien gagne 48 centimes et un travailleur local touche environ 1 franc. Donc, on voit aussi l'intérêt pour les planteurs d'engager des Africains rachetés. Donc ainsi, comme on a pu voir, la pratique du rachat de captifs est un processus qui va conduire certes à la liberté, mais en fait dont le premier effet est d'obliger les individus rachetés à travailler pendant plusieurs années au service de la personne qui détient leur engagement. Le but de ce système n'est pas d'affranchir, mais de produire des travailleurs dépendants et à moindre coût. Dans le système des engagés à temps, alors que l'abolition de l'esclavage n'est pas encore d'actualité, ces derniers se retrouvent dans un statut intermédiaire qui donne à se procéder en fait les traits d'un esclavage à durée déterminée. Mais il n'en est pas de même pour l'engagisme transatlantique, où l'affranchissement est inévitable en quelque sorte dans cette période post-esclavagiste. Donc la spécificité de ce système en fait réside dans le fait que ce procédé opère un affranchissement, les rachetés accèdent au statut d'homme libre, tout en plaçant simultanément ces mêmes individus dans une condition en fait qui aliène une partie des droits liés normalement à leur nouveau statut, parmi lesquels rien moins que leur libre arbitre. Le libre arbitre des Africains libérés, des navires négriers, est tout autant peu
considérés par leur libérateur, qu'ils soient britanniques ou français. Donc si ces deux pratiques en fait, sont dissemblables dans la façon de recruter des nouveaux travailleurs, aucune en fait, ne repose sur le recrutement d'individus libres et le travail libre. Et les processus d'affranchissement qui leur sont liés sont loin d'être synonymes d'accès à la liberté et à la propriété de soi-même, puisqu'en fait, ils reconduisent dépendance ou servilité. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup alors, pour cette intervention. Alors moi, je vais peut-être reprendre quelques points, ensuite vous laisser la parole. Alors, il me semble que si on se place dans un contexte nantais, vous connaissez bien, c'est penser ce qui vient après la traite. Alors, on connaît à Nantes cette période longue de 5 siècles de la traite qui a alimenté en esclaves noirs et africains les colonies françaises, Saint-Domingue, les Antilles, et qui a constitué ces sociétés coloniales. Alors, on sait beaucoup moins ce qui s'est passé après l'abolition. Donc, l'abolition qui a été décrétée par les Européens, donc 1817. Alors, qu'est-ce qui se met en place? On sait que l'esclavage perdure en Afrique. Alors, mais comment recruter des travailleurs une fois qu'on a pu, alors qu'on ne peut plus légalement recruter des esclaves? C'est devenu interdit. Et c'est devenu quelque chose qui est totalement illégal. Alors, il me semble que c'est extrêmement important de penser le contrat comme une forme aussi d'esclavage déguisé. Alors, le contrat, c'est pas seulement le salarié, on peut avoir un contrat qui engage quelqu'un et qui le met dans une situation de dépendance. On voit très très bien que l'Afrique va continuer jusqu'à la fin du XIXe siècle, voire après, à envoyer, alors non seulement des esclaves, alors c'est plus des esclaves, mais des gens qui arrivaient avec un contrat qui travaillaient comme des esclaves. Alors c'est la poursuite de formes d'esclavage et donc moi j'ai plusieurs questions avant de lancer le débat. Alors ces engagés, alors, quelle proportion occupent-ils dans ces sociétés? C'est-à-dire les esclaves, on sait combien ils étaient, les engagés. Alors, est-ce qu'ils deviennent dans une société où tout le monde en principe est citoyen, puisqu'on est dans ces sociétés de libre, est-ce qu'ils ont le droit à la propriété? Est-ce qu'ils s'intègrent par le mariage ou est-ce qu'ils sont obligés de se marier entre eux? Est-ce qu'ils fondent des communautés métisses? Est-ce qu'ils se retrouvent à vivre entre Indiens, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Indiens qui ont été envoyés en Guyane? Est-ce qu'ils se retrouvent entre Africains? Est-ce qu'ils construisent des quartiers, des communautés? La deuxième chose, est-ce que ces engagés, ils ont des revendications? Parce qu'on parle beaucoup d'eux à la troisième personne, on sait que les esclaves se sont révoltés. Est-ce que les engagés, alors qu'ils vivaient dans des conditions très difficiles, et je crois que la mortalité était très élevée aussi, est-ce qu'ils ont revendiqué des droits, c'est-à-dire des droits avoir des droits au travail notamment, des conditions de travail organisées, des journées de travail de 8 heures ou de 10 heures. Et donc, une autre question, voilà, alors ce qu'il y a derrière tout ça, c'est, me semble-t-il, penser pour nos sociétés, ou nos sociétés où il n'y a plus d'esclaves en principe, penser nos sociétés, comment on est libre. Qu'est-ce qu'être libre au XIXe siècle aux Antilles? Est-ce que ça concerne 10% de la population? On pense souvent esclave d'un côté, libre de l'autre. Alors on est plutôt dans une société où tout le monde serait, alors pas esclave, mais presque esclave, avec des graduations. Et la quatrième question, alors j'espère ne pas en poser trop, et puis après on va lancer le débat. Alors est-ce que ces engagés qui vont arriver, africains mais aussi indiens, est-ce qu'ils ne leur permettent pas de penser une société qui devient aussi une société raciste de notre façon? Donc ces Africains qui vont arriver tardivement, est-ce qu'ils ont été intégrés dans des sociétés guyanaises et antillaises qui étaient déjà des sociétés très métissées, ou est-ce qu'il va y avoir une certaine forme de racisme envers ceux qu'on appelle des Africains, ou des Noirs ou autres? Donc voilà un petit peu mes questions et après je vous encourage donc à poser vos propres questions. Je crois qu'il doit y avoir un micro quelque part ou pas? Oui. Est-ce que je prends d'autres questions? Je réponds peut-être maintenant? Ouais, je prends d'autres questions et puis d'autres questions. On l'ensemble des questions? Je ne sais pas s'il a ouvert oui, madame. Le micro. Allô? Oui, ça marche.
Oui, bonsoir. Quand vous parlez d'Indiens, je voudrais savoir si c'était des Indiens de l'Inde ou des Amérindiens. Des Indiens de l'Inde. De l'Inde, Indien d'Inde. Merci. Peut-être dire des chiffres. Oui, en fait, juste pour donner les Indiens d'Inde, il y en a eu à peu près 20 000 qui sont arrivés en Martinique et plus de 40 000 qui sont arrivés en Guadeloupe et je crois autour de 16 000 qui sont arrivés en Guyane, mais ils arrivent sur une période beaucoup plus longue, ils arrivent entre 1852 et 1880 à peu près, alors que ces Africains rachetés arrivent entre 1854 et 1862. Voilà. Il y a eu aussi des Chinois qui sont arrivés aussi dans la décennie post-esclavagiste, mais là c'est quelques centaines, en Martinique, Guadeloupe et aussi en Guyane. Et Réunion aussi, si on regarde Oui, la Réunion aussi. La Réunion, il y a eu énormément d'Indiens et aussi d'Africains, de Chinois. Du sud de l'Inde. Oui. Amérique du Sud aussi. Oui. Céline, merci de ta conférence. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Et juste des mots pour constater que l'histoire, c'est toujours une chose relative. Voilà. Ça dépend toujours de point de vue. D'où on parle, d'où nous parlons, d'où nous voyons les choses. Et alors, tout ça pour montrer qu'à ce moment, toute cette période-là que je nous en ai parlé, c'est justement une période où l'Empire, on dit Brésil, mais on oublie toujours que c'était l'Empire de Brésil. Et là, nous passons à 1830 pour la première prohibition, interdiction de trafic, et puis 1850 l'interdiction définitive. Et dans cet empire-là, on commence effectivement à blanchir et à blanchir la population, un processus de blanc, comment on dit ça en français, d'enrichissement. Par métissage, c'est faire disparaître. Ouais. Ah oui. Et puis, pour cela, à partir de 1850, les Africains sont interdits de rentrer comme esclaves. Donc là, on commence une immigration massive des Italiens, des Allemands, des Espagnols, bien sûr le Portugais, le Français, un petit peu, et les Japonais. Là, à ce moment, l'idée de civilisation, de civiliser et de blanchir, c'est l'idée de transformer cette société, cet empire brésilien, en empire blanche comme la France et la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Et quand vous nous parlez, quand tu nous parles là, de ce qui se passe dans l'empire britannique, dans l'empire français, c'est pas du tout la même chose. Et donc, chez nous, nous oublions jamais de penser que l'empire britannique, l'empire français, c'est-à-dire, c'est pour nous à ce moment-là, et jusqu'aujourd'hui pour les historiens brésiliens, c'était à ce moment la civilisation. Elle ne se posait pas cette question de blanchissement de la côte de colonie, mais elle voulait une autre chose. Le projet, c'est une autre chose. Donc là, ça me pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, et je vous remercie pour ça. D'autres questions? Je commence une première série de réponses et puis... Est-ce que je peux vous poser une question? En fait, quand je pense à un contrat, je pense à un engagement entre deux parties. Donc, quelle était l'implication en fait lors de la signature entre guillemets, du contrat avec les affranchis? Est-ce qu'ils formaient partie ou pas? C'était croix et voilà. Ouais. Ok. J'ai peut-être une autre question. Comme ça, tu prends vraiment. Vas-y. Et alors, comment ils étaient transportés? Donc, si c'était plus des esclaves, des engagés, alors c'était des gens qui voyageaient, je sais pas, un petit peu comme les immigrants vers les États-Unis italiens à bord des bateaux, ou ils étaient enchaînés? Bon, c'est une question. Voilà. Anthony m'a posé toutes les questions.
représenter ce que vous les engager. Bien sûr. Alors, donc les questions elles portent surtout sur les rachetés post-esclavagistes. Mon intervention c'était un peu plus large, mais du coup je vais préciser sur cette migration post-esclavagiste aux Antilles et à la Guyane. En fait, elle se fait en deux moments. Il y a une première entre 1854 et 1856, où en fait les recruteurs français, notamment le capitaine Chevalier qui était un Nantais, dont j'ai l'adresse, qui était quai de la Fosse, a recruté en fait des travailleurs libres et volontaires, ça j'ai réussi à le démontrer, et qui viennent de Gorée, de Sierra Leone et du Libéria. Donc qui ont un profil particulier, en général c'est des gens qui parlaient français ou anglais, des fois un petit peu portugais, qui avaient déjà travaillé avec des administrations coloniales ou des Européens à la Côte d'Afrique, et du coup qui décident de s'engager. Bon, voilà, donc ça c'est un premier courant. Le deuxième courant, c'est celui dont j'ai parlé pendant la conférence, donc de 1856 à 1862, où là, c'est ces captifs rachetés, affranchis, mais en fait moyennant ces contrats d'engagement et qui ne seront jamais rapatriés. Alors, pour faire écho tout d'abord à ton commentaire, Eduardo, en fait, au moment, il y a eu des discussions pour... une fois qu'ils ont postulé en 1852 le recours à l'engagisme, c'est à quels travailleurs on va s'adresser. Et en fait, aux Antilles, les planteurs voulaient des Indiens d'Inde. Ils ne voulaient pas avoir recours aux travailleurs africains. Et il y a des textes dans des rapports, enfin des commissions, où il y a clairement l'idée de... Alors, il y en a qui sont pour... il y en a qui parlent de blanchir la population. Il y en a qui disent oui, ils sont déjà majoritaires, on ne va pas en rajouter, avec une sorte de présupposition d'une solidarité de race noire qui ferait encore plus corps contre les blancs, et surtout avec l'idée que les Indiens c'est un tiers, qui a des codes culturels, linguistiques complètement différents, qui ne s'allierait pas avec les anciens esclaves. Donc il y a un peu cette idée, on trouve des traces de cette idée de blanchir, parce qu'ils voulaient aussi faire l'immigration européenne, ils ont recruté quelques centaines de Madériens, ça n'a pas du tout marché, mais qui a abandonné très vite en fait. La Guyane, c'est une autre position, très différente des Antilles. En fait, les planteurs guyanais, alors c'est lié à toute l'expérience de la Guyane, ça a toujours été difficile à peupler, ça a toujours été des catastrophes en fait, des taux de mortalité pas possibles. Donc eux, ils ont une représentation d'un pays très dur, très meurtrier, et il y a une représentation du travailleur africain qui est contredite par tous les taux de mortalité, mais qui reste quand même effective, de l'Africain robuste. Donc eux, très vite, ils veulent des travailleurs africains avec une représentation des travailleurs indiens, où ils seraient fragiles et tout ça, qui sont purement des représentations, parce qu'à l'étude des chiffres de mortalité, ils meurent tous dans des conditions catastrophiques. Donc il y a une position très différente, et on retrouve un peu cette idée que tu as évoquée aux Antilles, mais ça ne tient pas en fait. Et en fait, les Antillais changent de position, parce qu'en fait, il y a des grosses difficultés de recrutement en Inde, et ils n'arrivent pas, avant que les Britanniques en fait, trouvent leur territoire aux recruteurs français. La France, ils ont 4 comptoirs en Inde, donc ils n'arrivent pas à recruter des noms nécessaires. Et donc il y a un retournement en 1856, et c'est là où ils acceptent de recevoir des travailleurs africains, mais un peu faute de mieux au début. Après, ils sont très convaincus, mais au début, pas trop. Donc voilà. Donc les conditions de voyage de ces rachetés, en fait, donc ils sont normalement des travailleurs libres, et en fait, donc c'est quand même des gens, il faut voir ce que ça veut dire d'être racheté, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont subi toute une déportation déjà à l'intérieur de l'Afrique, une première traite intra-africaine, parce qu'ils viennent en général de 500 à 600 km de l'intérieur. Donc c'est des gens qui sont déjà malades, psychiquement et physiquement, ils vont vraiment mal, et qui ont peur, qui sont terrorisés, et qui, donc à bord des bateaux, on retrouve les mêmes maladies qu'on trouvait sur les négriers, c'est-à-dire les maladies, la dysenterie, tout ça, mais aussi des suicides, des cas d'anorexie, de gens qui arrêtent de manger, qui se laissent mourir en fait. Et ils parlent de gens très dépressifs, enfin ils utilisent le mot nostalgie, des consomptions nostalgiques. Mais en fait, c'est donc un système qui est réglementé, donc normalement, il y a des conditions, il y a un décret qui doit assurer des conditions sanitaires correctes. Mais donc à l'étude que j'ai faite, jamais aucun navire ne respectera ces prescriptions, donc il y aura toujours soit l'eau est
où les vifs sont avariés, soit il y a des problèmes de ventilation. En fait, les moyens ne sont pas du tout à la hauteur de l'état des contingents, en fait. Déjà, les lois ont été conçues pour des travailleurs libres, c'est-à-dire des gens volontaires qui, quand ils s'engagent, sont en bonne santé, ils sont heureux de partir, c'est peut-être un gros mot, parce qu'il y a des gens qui partent pour des conditions économiques, mais en tout cas qui ne sont pas contraints et déportés. Là. Les rachetés sont clairement déportés, donc aussi ça implique beaucoup de choses. Et surtout, ce qui fait, moi dans ma tête, je dis qu'il y a une continuité dans la considération qui leur est portée et qui sont encore considérés comme des captifs, à l'étude surtout de la pratique disciplinaire en fait, qui est mise en place à bord de ces navires. C'est-à-dire que comme c'est des gens non volontaires, il faut bien ils peuvent s'évader. En fait, les deux écueils à éviter entre guillemets pour les recruteurs, c'est l'évasion et la mort en fait. Et du coup, ils ne sont pas enchaînés, mais par contre, il y a des gardiens, ils sont enfermés la nuit, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des bombas dans cette région d'Afrique centrale, et qui sont des spécialistes, qui sont des gens qui travaillent à bord des négriers, qui sont en général des Africains qui parlent couramment portugais, et qui sont spécialisés dans la gestion des cargaisons de captifs. Donc ils font une sorte d'animation, donc ils les forcent à danser, donc on trouve ça sur les navires français d'engagés, entre guillemets. Donc ils sont forcés à danser, ils les occupent, ils les forcent à travailler. Et il y a un contrôle sanitaire, donc ils sont auscultés tous les jours, donc on les met tout nus, les hommes, les femmes, devant tout le monde. Donc il y a vraiment, on les rase avant l'embarquement, on les rase à bord, on leur met de l'huile de palme. Enfin, les pratiques, j'ai comparé avec les pratiques sur les navires négriers, sont les mêmes en fait. Donc il y a aussi une appropriation de leur personne qui n'aurait pas du tout rendu, même après le contrat et l'affranchissement en fait. Ils sont en soute. Ah, ils sont aussi en soute. Oui, ils sont dans l'entrepôt et il y a enfin j'ai calculé la promiscuité en fait, il y a 2 hommes par tonneau de jauge, non, c'est des conditions extrêmement difficiles. Donc la question du contrat, en fait, là vous voyez le contrat, il n'y a pas du tout la signature de Kilamba. Et en fait, il y a des descriptions du moment de l'embarquement. En fait, il y a des factories où sont logés les rachetés. En attendant qu'un navire arrive, quand un navire est là, s'il y a assez de monde, ils prennent, ça va entre 800 et 400 personnes, les contingents. Donc, par exemple, ils prennent 500 personnes, et en fait, ils ne font jamais passer une personne. Déjà, les personnes ne parlent pas la langue, et même les interprètes, ils mentionnent que les interprètes, des fois, ne se font pas comprendre, comme les gens viennent de l'intérieur. Ils ne sont pas du tout de la région où ils partent, en fait. Donc, il y a un gros problème de communication. Donc en fait, on leur met des contrats, voilà, ils rajoutent le nom, et en fait, la validité, dans l'idéal, on aurait pu se dire qu'une fois aux Antilles, s'ils avaient eu les codes, ils auraient pu passer en justice avec ces contrats en disant mais on n'a pas signé, donc sauf que c'est validé, vous voyez, puis dans le préambule, je vous mettais 2 témoins, donc il y a plein d'agents d'administration qui valident en fait. Donc c'était plutôt tout le système qui donne la validité à ce contrat. Et d'ailleurs, des fois, les contingents arrivent aux Antilles, les administrations antillaises ou guyanaises disent il manque des contrats. Donc ils disent ah, mais on a 10 personnes, il n'y a pas leur contrat. Donc ils leur font un contrat vite fait. Par contre, pour les livres dont je parlais, là c'était pas le sujet, donc j'ai pas d'exemple, et j'ai retrouvé leur contrat aussi. Et là, c'est signé d'une croix en fait. Et alors, donc là, ça me permet de faire le lien avec une de tes questions sur les revendications. Donc c'est très intéressant l'étude de ces 2 courants parce que donc ces livres, principalement, ils arrivent en Guyane. Il y en a un petit contingent qui arrive en Martinique et en Guadeloupe. Et en fait, ils vont être très revendicatifs parce qu'en effet, eux, ils sont engagés. Alors, ils ont peut-être signé le contrat d'une croix vaguement, mais en tout cas, on leur a donné des conditions d'engagement. Ils ont déjà travaillé dans le cadre du travail libre à la Côte d'Afrique et ils vont réclamer leurs droits. Et ils contestent, eux, ils disent mais nous, on ne s'est pas engagé, c'est 6 ans pour les livres, c'est pas 10 ans. On s'est engagé pour 2 ans, on a signé pour 15 francs par mois, pourquoi c'est 10 francs, et ils vont porter plainte. Donc on voit vraiment dans leurs outils, ils se servent de la législation, parce qu'il y a une législation d'engagisme, avec des commissaires d'immigration, il y a un système pour qu'ils puissent porter plainte. Bon après c'est un système qui est très vérolé, et ceux qui arrivent à obtenir justice, c'est très difficile, mais en fait on voit vraiment qu'ils ont les outils, et ils vont s'en servir pour réclamer pourquoi ils pensent qu'ils sont engagés. Il y en a qui disent ah mais moi j'ai pas signé pour travailler la terre, moi je suis marin. Et il y en a en Guyane qui obtiennent leur changement, donc ils vont être marins.
c'est une minorité. La Guyane est plus souple que les Antilles, en fait. Les Antilles, ils sont là pour le sucre, travailler dans les champs de canne, mais ils n'obtiennent pas. La Guyane, c'est un peu plus souple. Donc voilà, eux, ils résistent comme ça, et en fait, souvent, ils n'obtiennent pas gain de cause. Et à ce moment-là, en général, ils choisissent de... Comme ils ne peuvent pas, c'est des contrats qui sont incassables, en fait. Légalement, ils ne peuvent pas casser leur contrat. S'ils arrivent au bout de la procédure, ils peuvent obtenir le changement d'engagiste, mais ils peuvent en aucun cas se défaire du contrat. C'est le système, hein, pour l'engagiste, c'est pareil pour les Indiens ou les Chinois. Comme on a avancé les frais, le recruteur, et donc l'engagiste avance les frais du transport, il se trouve endetté, en fait. Donc c'est des contrats qui sont incassables, en fait. Et du coup, en général, ils fuient. Et ils se sauvent. Mais dans un second temps, vraiment le premier temps de la revendication s'inscrit dans le domaine du droit. Les racheter, c'est absolument pas ça. Ils résistent aussi. Donc, bon, à bord des navires, ça passe plutôt par... Il y en a qui se jettent à bord, il y en a qui... J'ai pas de cas d'insurrection à bord des navires, où il y en a qui essayent de se suicider, arrêtent de s'alimenter... et tout ça. Par contre, à l'arrivée, alors eux, ils vont fuir dans les bois. Donc là, on retrouve les mêmes cas pour l'esclavage. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent, ils ne parlent pas la langue, et en fait, ils se sauvent plutôt dans les mornes. Et souvent, ils sont rattrapés, parce qu'ils ne connaissent pas forcément très bien la géographie du lieu et tout ça. Et eux, c'est bien l'inverse. C'est-à-dire que dans un premier temps, forcément, ils ne s'inscrivent pas dans les codes de la société, donc ils fuient un peu comme ça. Enfin, c'est pas des fuites, parce qu'en général, quand ils sont déjà sur des plantations, ils fuient avec un coutelas, des canaris, donc c'est des sortes de gourdes. Et en fait, des fois, ils les retrouvent, ils ont défriché dans la montagne, et donc enfin, c'est assez structuré, c'est-à-dire qu'ils partent avec les moyens pour devenir autonomes et essayer de vivre loin de la plantation. En général, ils sont rattrapés. Et c'est dans un second temps où on voit arriver des plaintes. C'est-à-dire que j'ai pu estimer qu'à peu près au bout d'un an, ils parlent créole. Et là, à ce moment-là, on commence à avoir des rachetés qui commencent à porter plainte en disant « mais mon engagiste ne me donne pas à manger, il ne m'a pas versé mon salaire ». Par contre, ils ne remettront jamais en question le contrat. Ce qui était, en fait, le contrat légalement n'est pas valide puisqu'il n'est pas signé, il n'y a pas eu de consentement mutuel, contrairement à ce qui est écrit dans le contrat. Ça, j'ai pas trouvé trace de ça. Après, au niveau de ta question sur leur intégration, alors les rachetés sont extrêmement touchés par la mortalité. Tu parlais donc, moi j'ai pu faire les calculs, parce que bon, 19e, il y a beaucoup de sources, ils écrivent beaucoup, donc c'est très bien pour l'historien. Puis comme ils voulaient montrer que c'était pas une traite déguisée, ce dont ils étaient accusés par les Britanniques, ils ont produit beaucoup de rapports et beaucoup de papiers, donc ça c'est très bien pour nous. Et donc, mortalité, les 10 ans d'engagement, il y a 25% des groupes de rachetés qui décèdent. Donc c'est un quart des groupes qui arrivent, qui décèdent dans les 10 ans de leur engagement. Ouais, c'est énorme, enfin, le choc et à bord des navires, on est entre 8% et 12% de mortalité pour la traversée, qui sont des chiffres à peu près de la traite de la fin 18e. Les libres, par exemple, la traversée, il y a 4 traversées de travailleurs volontaires de Gorée-Sierra Leone, c'est 2% de mortalité. On voit tout de suite la différence du fait même aussi de l'état des gens quand ils s'engagent, pas d'état physique et psychique. Et pareil, aux Antilles, les libres, il y a une mortalité qui n'est pas du tout, je crois que c'est 8%, c'est énorme hein, quand même, mais c'est pas les 25% des rachetés. Donc mortalité très forte. Au niveau des proportions, en fait, c'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'en Guyane, ils vont représenter 10% de la population, donc il y a quand même qui arrive en 4 ans. Et aux Antilles, c'est plus autour de 6%. Ils s'intègrent, alors la question de leur intégration, donc ils ne sont pas citoyens, ils ont un statut d'engagé, c'est un statut juridique, immigrant, en fait, c'est le terme administratif. Par contre, là où c'est pas l'esclavage, l'engagisme et les rachetés deviennent des engagés comme les autres, entre guillemets, quand ils arrivent, c'est que, par exemple, leurs enfants leur appartiennent, enfin, il n'y a pas les esclaves, les enfants ne leur appartiennent pas, ils ont le droit de propriété. Et, bon, ils n'ont pas les moyens, en fait, juridiquement, ils peuvent accéder à la propriété. Il y en a 10-20 ans qui accéderont. J'ai trouvé des actes d'achat de petites terres après 20 ans de séjour, 30 ans. Ils ont le droit de se marier. Par contre, le mariage est soumis à l'autorisation du conseil privé et l'autorisation du gouverneur. Et en effet, pour les premières générations,
il y a une endogamie très forte chez les rachetés, c'est-à-dire qu'ils se marient entre engagés africains, en fait, à 80%. Et j'ai commencé, parce que maintenant je travaille sur les descendants jusqu'à nos jours, puisqu'ils sont restés là-bas, et aujourd'hui encore ils sont un peu distingués dans la population, en tout cas par un terme qui est le terme Congo. Et il faut attendre la 2, voire 3, 4e génération pour que cette endogamie s'ouvre vraiment, en fait. Après, clairement, ils vivent à côté des engagés indiens, ils sont logés dans les mêmes quartiers. Donc les mariages sont quand même assez minoritaires, donc il y a beaucoup de concubinage, donc ça c'est plus difficile. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une forte endogamie dans le mariage qu'il faut conclure, c'est parce qu'ils se mélangent pas du tout, parce que le mariage est quand même assez au 19e atypique aux Antilles et à la Guyane. Par contre, clairement, ils ont l'air d'avoir c'est ce que j'ai pu montrer dans ma thèse, il y a un fonctionnement, un entre-soi. C'est-à-dire que par exemple, ils se transmettent les noms africains, parce qu'ils arrivent avec leurs noms qu'ils gardent, qui sont des noms bantous pour la plupart. Ils ont gardé certains rituels. Aujourd'hui, il y a encore une famille en Guadeloupe, Massembo, qui a une cérémonie où il y a des chants en langue bantou, qui sont des descendants de ces engagés africains rachetés. Donc il y a une transmission en fait aussi de pratiques religieuses, de la langue, qui s'est quand même un peu, bien dire, perdue dans le temps. En même temps, moi, dans mes sources pour le 19e, je trouve pas, il y a des rixes et tout ça, mais comme il y a des rixes des conflits entre ateliers différents, je ne peux pas dire que ça soit vraiment ethnicisé, entre guillemets, pour le 19e. Par contre, et d'ailleurs, ils acquièrent assez facilement le créole, ils s'habillent assez rapidement, on voit dans les sources comme les gens, la population locale, ils se baptisent aussi. Ça ne les empêche pas de continuer à pratiquer aussi leur rituel, mais donc il y a un entre-soi et en même temps ça ne veut pas dire qu'ils sont exclus. Ils vivent aussi avec les gens. Alors par contre, ils partagent les codes sociaux qu'ils acquièrent assez rapidement des anciens esclaves. C'est-à-dire que c'est très stratifié aux Antilles. Donc en effet, ils ne parlent pas le français. Mais personne dans le 19e, ceux qui parlent le français, c'est des élites. Donc ils se mettent à parler créole, ils ne maîtrisent pas le français. Par contre, des sources du XXe siècle, des chansons de carnaval et d'autres sources manifestent plus clairement le fait qu'il y ait une stigmatisation de ces Africains, ces immigrants africains, et ce terme Congo est en créole péjoratif. Donc quand on dit à quelqu'un qui c'est un ex-Congo, que c'est un Congo, ça pourrait correspondre au terme de plouc, ici. Quelqu'un qui n'est pas bien civilisé, qui marche pieds nus, qui ne parle pas bien le français, un plouc, quoi. Enfin, un campagnard, mais dans un sens vraiment négatif. Et ça, je n'ai pas trouvé, moi, au 19e, vraiment, à part cette endogamie. Donc ça, c'est une piste à creuser. Mais encore aujourd'hui, les témoignages que je peux commencer à faire avec des descendants de ces gens-là, clairement, il y a quelque chose dans les témoignages où, oui, les gens nous mettaient de côté parce qu'on nous disait qu'on était Congo, encore aujourd'hui, hein, ils sont arrivés il y a 160 ans. Donc en effet, on sent qu'il y a quelque chose de douloureux et qu'il y a eu une stigmatisation de la part de la population locale, alors qu'en même temps, quand on fait les mariages justement et les généalogies jusqu'à aujourd'hui, les gens se sont aussi mélangés, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai répondu. Parfait. Alors, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi j'en ai eu d'autres. Mais voilà, je vous laisse la parole. J'en ai plein d'autres. Quelqu'un. J'avais une question sur le statut de ces nouveaux habitants en lien avec tout l'argumentaire abolitionniste. Un des argumentaires abolitionnistes était que l'esclave, étant dans une condition servile, produisait moins que lorsqu'il était libre. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment un besoin de main-d'œuvre qui est justifié et qui justifie cet engagement à ce système assez complexe? Ou est-ce qu'il s'agit de créer une nouvelle concurrence entre les anciens esclaves avec une main-d'œuvre que l'on va payer moins cher et donc de refuser d'une certaine manière l'abolition par ce système particulier, mais qui est justifié en même temps par l'État qui lui-même crée la loi de l'abolition. Donc c'est assez curieux comme système. Oui, donc je voulais juste savoir, donc le statut d'engagé racheté, jusqu'à quand il a été gardé dans cette colonie, et est-ce qu'après c'est eu d'autres systèmes un peu biaisés, un peu comme ce statut-là? Moi, à la rigueur, c'était pour
compléter alors, ces deux questions. C'est ce que je pensais. Alors, si on fait un peu d'histoire fiction, c'est-à-dire, et ça nous permettra après de faire la transition avec la conférence du 19 mars, j'ai retrouvé sur l'esclavage en Afrique à partir d'un film. Est-ce que alors, ce système s'est arrêté parce qu'on n'avait plus besoin de travailleurs dans les plantations de sucre, de café? Est-ce que si le système de la plantation, production coloniale de sucre, de café pour les colonies ou pour l'Europe avait perduré, est-ce qu'on aurait encore aujourd'hui des engagés? C'est un peu ce système-là, cette question-là, alors qui regroupe, est-ce qu'il y a concurrence? À un moment on n'a plus d'esclaves, on a des engagés, une forme déguisée. Et est-ce que si on avait continué à produire du sucre, de canne, du café, du cacao aux Antilles, en Guyane, est-ce qu'on serait toujours dans ce système? Puisqu'on voit très bien que quand on se situe en Afrique, l'esclavage perdure parce qu'on a besoin d'esclaves pour travailler dans l'agriculture en tant que domestique. Est-ce que aux Antilles, si on avait toujours eu si on avait la plantation aujourd'hui, donc on n'aurait plus d'esclaves, parce que ça c'est interdit, c'est illégal, est-ce qu'on aurait des engagés? C'est un peu de l'histoire fiction, la question on peut se la poser. Est-ce que c'est la fin de la plantation? Ou est-ce que c'est au regard des droits de l'homme, on se dit c'est plus possible d'avoir des gens qui travaillent dans ces conditions, et il faut des contrats normaux pour tout le monde, entre guillemets. Je ne sais pas si c'était un petit peu ça, des questions, je recoupais, alors on peut faire de l'histoire fiction. Ouais. On va essayer. On aurait pu avoir des plantations. Ouais. Alors pour les raisons, en fait, donc les situations sont différentes entre les Antilles et la Guyane. Il y a eu un discours qui a été repris et malheureusement on trouve encore sous la plume de certains historiens, en fait qui est le discours légitimement des planteurs en disant que les esclaves ont quitté les habitations à l'abolition de l'esclavage, donc ils n'avaient plus du tout de main d'œuvre et le manque de bras, et on peut lire dans tous les rapports, ils hurlent qu'ils n'ont plus de bras, que c'est la ruine des colonies et tout ça. En fait, quand on lit plus précisément, c'est pas un problème quantitatif, mais bien un problème qualitatif pour eux, sauf en Guyane. Mais en Guyane, c'est beaucoup plus grand que les Antilles, il y a beaucoup moins de monde. Donc là, en effet, les gens, les anciens esclaves, ont quitté les habitations. Mais c'est pas la seule raison, c'est qu'aussi les habitations périclitent en Guyane, et on découvre l'or en Guyane en 1855. Donc il y a une sorte c'est pas l'arrivée vers l'ouest, oui, donc en fait, du coup, la plantation qui n'a jamais été au top, entre guillemets, en Guyane s'effondre, et tout le monde se lance dans les compagnies minières, donc en fait, les engagés vont être dans la mine. Et aussi, la grosse différence pour la Guyane, c'est qu'en 1852, c'est établi comme une colonie pénitentiaire, il y a le bail. Donc ça change clairement la perspective pour cette colonie. Mais là, en effet, les anciens esclaves ont plutôt quitté les plantations. Par contre, aux Antilles, ils n'ont pas quitté les habitations. Par contre, ils ne veulent plus travailler aux mêmes conditions. Donc, quand on étudie différentes archives, et notamment, il y a un petit tribunal qui ne va pas durer longtemps, mais qui est mis en place, par exemple, en Martinique, créé pour essayer de gérer les conflits entre nouveaux employeurs et employés, on s'aperçoit que les gens, en fait, eux, ils étaient plus pour, en effet, l'accès à la propriété, déjà, donc ils réclamaient leur case, ce qu'ils ne vont pas obtenir, l'accès au salaire, donc les planteurs essayent d'imposer des systèmes d'association, des contrats d'association, ne voulaient pas passer au salaire, et les nouveaux affranchis étaient plus pour travailler, c'est-à-dire un peu sur les habitations et travailler aussi dans leur jardin et là faire de l'autoproduction et puis vendre aussi un peu les produits. Et ils ne voulaient pas être 12 heures par jour dans les habitations. Donc en fait, et clairement, on voit que les planteurs disent ça en fait. Ils disent non mais il nous faut un élément concurrentiel. Parce que là, en fait, le rapport de force sur le marché du travail, qui est maintenant libre, et ils ne sont pas en force en fait, les planteurs. Donc il y a clairement une volonté avec l'engagisme, et là en général, indien ou chinois, d'essayer de maintenir les structures en fait, socio-économiques de la période esclavagiste. Parce qu'en effet, les engagés sont logés sur les habitations et sont soumis à tout. C'est vraiment un système de travail dépendant en fait. Donc voilà. Donc c'est pas tant un manque quantitatif, mais vraiment qualitatif de bras. Alors s'ajoute à ça
le fait qu'il y a quand même une transition qui commence avant l'abolition de l'esclavage et qui va continuer jusqu'à la fin du 19e, où c'est la fin de la société d'habitation, on pourrait dire du père là-bas, c'est le terme connu, c'est-à-dire que c'est le début des usines sucrières, donc avec l'industrialisation, qui vont de plus en plus augmenter. Donc en fait, en même temps, ces engagés, pas paradoxalement, ils vont donner, alors ça dure 15 ans, ils vont donner un bol d'air à la population locale, donc aux anciens esclaves, qui vont rentrer dans l'usine, qui quittent les champs de canne pour rentrer dans l'usine, et qui arrivent, et ça dure très peu de temps, parce qu'en fait, dès la fin du 19e, il y a la première crise très sévère du sucre, mais c'est le déclin, et en fait, le vrai déclin en fait, de ces plantations qui arrivent à la fin du 19e, ça va être aussi la fin de l'engagisme, en fait. C'est les derniers... le rachat, ça dure très peu de temps, ça s'arrête en 1862, enfin, 1862, les introductions de ces travailleurs rachetés, eux, ils ont des contrats de 10 ans, comme je vous ai dit, qui durent en général plus longtemps, donc eux, leurs contrats, et bon, j'ai pas détaillé, mais en fait, à la fin des contrats, ils sont fortement encouragés, pour pas dire quasi obligés, juridiquement étant par les compteurs, de re-signer un contrat d'engagement. Donc en général, ils travaillent à peu près 20 ans sous cette forme de travail qui est l'engagisme, avant de pouvoir sortir de ce système de travail, de travailler comme métayer ou un peu comme la population locale. Donc ça conduit jusque dans les années 1880. Donc voilà. Et alors la question d'Antonio. Est-ce qu'on pourrait encore avoir des engagés dans certains lieux du monde, enfin, par exemple, Dubaï est construit avec des gens où le système des Pakistanais qui arrivent, à qui on paye le voyage, on leur prend leur papier quand ils arrivent et ils doivent rembourser par leur travail le prix du voyage. Enfin, c'est exactement, et ils bossent 12 heures par jour, ils ont un statut ni d'étranger ni de travailleur qui ressemble beaucoup à l'engagisme. Après, aux Antilles, il y a eu la crise fin 19e, le succès remonte un peu avec, grâce entre guillemets à la Première Guerre mondiale et à la production d'alcool. Et après, ça périclite, et après, on passe à la banane, mais on ne peut pas dire qu'après, les ouvriers, c'est un sous-prolétariat aux Antilles. C'est une question qu'on doit vraiment se poser, alors au-delà de toute question morale, c'est-à-dire est-ce que la plantation peut vivre sans esclaves, sans engagés? Non, c'est une vraie question, alors qu'on doit se poser au-delà de toute moralité, c'est-à-dire que l'esclavage est condamnable et les gens le condamnaient sans doute, mais est-ce que si on veut avoir du sucre de canne pendant très longtemps, on peut le faire sans esclaves ou sans engagés? C'est la question que sans travail contraint, en fait. Sans travail contraint, donc d'autres formes. Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est rentable sans? Est-ce que c'est rentable? Je ne sais pas. Hein? Chez nous. Oui. La réponse, pas chez nous. Au Brésil, oui. Ce sont justement les Japonais qui vont faire le travail des esclaves à la grande plantation des terres. Ouais, mais est-ce qu'ils ne sont pas sous des formes de travail contraint, les Japonais? Bah, écoute, ça arrivait, mais théoriquement, non. C'est un travail libre. C'est vrai qu'il y a des choses là que, s'y transforment là en travail contraint, mais théoriquement, c'est libre. Ouais, alors que l'engagisme, c'est quand je dis que c'est du travail contraint, c'est les économistes l'ont défini comme ça en fait. C'est-à-dire que c'est une forme de travail où en effet les individus sont de statut libre, mais c'est la forme de travail qui a été définie par les économistes comme contraint. Parce qu'il y a trois, c'est assez rapide, il y a trois critères qui différencient d'un travail libre, c'est-à-dire que les engagés signent le contrat dans leur pays de départ et s'engagent sans choisir leur employeur ni le type de travail qu'ils vont faire. C'est en fonction de la personne qui va racheter leur contrat à l'arrivée. Donc dans une forme de travail libre, vous ne pouvez pas vous engager avec quelqu'un sans choisir la personne ni le type de travail que vous pouvez faire. Et en fait, ce qui est négocié au moment du contrat, c'est pas le salaire, c'est la prime. En fait, quand ils arrivent aux Antilles, les recruteurs vendent le contrat et il y a une prime d'introduction qui est fixée dans les conventions à l'avance. Donc en fait, c'est pas le salaire qui est négocié dans le travail libre, on négocie avec son employeur le salaire. Là, il est fixé dans les contrats, et d'ailleurs, ça on peut le noter, pendant tout le temps de la durée d'engagement, donc là 10 ans,